Eh bien, bonjour. Nous allons commencer tranquillement dans ce grand amphithéâtre où on va donc être à l'aise. Bienvenue à cette session commune SFAR, Comité Analyse Maîtrise du Risque, dont je suis le secrétaire, et Société Française de Pharmacie Clinique. Et nous remercions nos collègues et amis pharmaciens de nous faire l'honneur de participer à notre congrès. Et nous allons donc commencer en souhaitant la bienvenue à Claire Chapuis, qui va commodérer la session avec moi et qui est pharmacienne au CHU Grenoble-Alpes et qui va nous parler de l'apport de l'intervention d'un pharmacien dans la consultation d'anesthésie avec les résultats d'une étude. Merci Claire. Merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais en effet partager avec vous les résultats d'une étude qu'on a réalisée à Grenoble il y a déjà quelques années. Et donc il s'agit, comme Julien l'a dit, de voir un peu l'apport de l'intervention d'un pharmacien dans la consultation d'anesthésie sur le thème de la conciliation médicamenteuse, s'appuyant sur le dossier pharmaceutique. Donc, dans la discipline de pharmacie clinique, on trouve les soins pharmaceutiques, comme on les appelle, et qui sont en fait un ensemble d'actes et services qui visent à optimiser la thérapeutique du patient, donc bien sûr en collaboration avec les médecins, les infirmiers et les autres professionnels. Donc, parmi ces services, on retrouve la conciliation médicamenteuse. Donc, c'est pas du fait du pharmacien, c'est-à-dire qu'un médecin, un infirmier, un préparateur en pharmacie peut aussi réaliser une conciliation médicamenteuse. Donc, en fait, ça vise à récupérer la liste, si on peut dire ça comme ça, de tous les médicaments pris par un patient à un moment donné, afin de sécuriser le processus, puisqu'on sait que quand on va represcrire ces médicaments à des points de transition dans son parcours de soins, notamment à l'entrée à l'hôpital, lors d'un transfert entre unités ou à la sortie, on peut en fait avoir des omissions, des ajouts non volontaires. Donc c'est ce qu'on essaye de sécuriser avec cette conciliation. Donc sur quoi on va s'appuyer pour la conciliation? Sur plusieurs sources idéalement. Bien sûr, les ordonnances du patient, que ce soit celles du médecin traitant ou des spécialistes, que l'on peut également appeler si on n'a pas les ordonnances. Bien sûr, on va les déranger pendant leur consultation, mais des fois, c'est toujours plus utile de récupérer quand même les informations. Le patient est aussi une source d'information, puisqu'il va pouvoir, ou pas, nous dire le nom de ses médicaments, et éventuellement ce qui n'apparaît pas sur les ordonnances. Ça arrive aussi, par exemple, qu'il ait toutes ces ordonnances, sauf celle de morphinique, qui est sur une ordo à part, bien sûr, à cause du circuit particulier. Et donc, on a une dernière option qui était apparue il y a quelques années, c'est celle du dossier pharmaceutique, qui est une autre source d'information. Donc, on va, comme ça, pouvoir avoir une liste la plus exhaustive possible des médicaments effectivement pris par un patient à un moment donné. Et là, dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est au moment de la consultation d'anesthésie. Alors, le dossier pharmaceutique, au cas où vous ne sachiez pas ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est resté relativement peu connu, malgré tout. On en a tous un, normalement. Donc, c'est pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Alors, c'était qui le souhaite dans la première définition. Maintenant, un peu à l'instar du DMP, c'est plutôt sauf contre-ordre du patient. Il est créé pour tout le monde. Et donc, on y retrouve la liste des médicaments qu'un patient a effectivement pris dans une pharmacie d'officine sur les 4 derniers mois. Donc ça s'efface aussi au fur et à mesure. Et cette durée est allongée à 21 ans pour les vaccins, à partir du moment, bien sûr, où le dossier est créé. Donc là, si vous créez votre dossier demain, il n'y aura pas vos vaccins, mais les prochains que vous ferez, y seront et y resteront. Donc voilà, il y a à peu près 38 millions un peu plus de DP actifs en France. Toutes les pharmacies d'office sont connectées maintenant, et 20% à peu près des pharmacies à usage intérieur, donc dans les hôpitaux. Ce qui reste assez peu, mais c'est plus compliqué à mettre en œuvre à l'hôpital. D'ailleurs, c'était l'objet de notre étude aussi. Donc voilà, le DP sert à ça, et également aussi se fait le relais d'alerte sanitaire par la DGS, notamment la Direction Générale de la Santé, et puis aussi sur des ruptures de stock, notamment. Donc c'était un outil de sécurisation qui était beaucoup plus facile à développer que le DMP. Donc ça s'est fait à peu près en 2008 pour la première autorisation. Et puis après, donc ça a un peu évolué, et bon, c'est dans ce cadre-là qu'on avait voulu l'utiliser à l'hôpital. Donc concrètement, pour y avoir accès,
Il faut donc bien sûr avoir l'application, enfin le logiciel, et puis des lecteurs de cartes, donc lecteur de la carte vitale du patient et carte de professionnel de santé, donc médecin ou pharmacien, bien sûr inscrit à l'ordre, plus son code à 4 chiffres, et ça c'était parfois la partie la plus délicate que les gens ne retrouvaient pas. Donc normalement la carte s'accompagne d'une lettre avec un code, qu'on peut toujours récupérer après bien sûr. Donc ça sécurise bien sûr l'accès, puisqu'on ne peut pas avoir accès, sinon en trouvant la carte vitale d'un patient, on ne peut pas savoir ce qu'il prend comme médicament. Donc on accède, comme vous pouvez le voir ici, à la liste des médicaments, donc c'est par date, et on trouve l'intitulé exact du médicament avec son dosage, notion qui parfois manque quand on retrouve des listes comme ça dans les dossiers des patients. Et puis vous avez un exemple en bas de ce que ça donne pour les vaccins. Il y a la date de dispensation. Donc cette étude qu'on a réalisée à Grenoble, c'était pour évaluer l'apport de ce dossier pharmaceutique électronique sur la qualité de la conciliation médicamenteuse à la consultation d'anesthésie. Donc ça avait fait l'objet d'un financement PREPS, donc projet de recherche sur la performance des soins. Et en fait, c'est parce qu'à Grenoble, on était établissement expérimentateur dès 2012 pour ce DP. C'est dans ce cadre-là qu'on a participé. En fait, ça visait les services de gériatrie, d'urgence et d'anesthésie. Donc pourquoi on a souhaité faire cette étude? C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup d'iatrogénie médicamenteuse, notamment, comme je le disais, aux interfaces de la prise en charge d'un patient qui va de la ville à l'hôpital et retourne en ville. Donc il y a beaucoup d'erreurs. Il y a 67% des historiques médicamenteux, ça c'est une donnée. Et puis, donc ça survient, on le sait, notamment quand on rédige une prescription à l'entrée et à la sortie du patient. Ensuite, dans la période périopératoire, on sait que c'est important. Donc, on sait qu'il y a une iatrogénie qui peut être liée aux médicaments dans cette période particulière. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait bien longtemps que les anesthésistes avaient donc réalisé des recommandations d'experts qui sont toujours très utilisées. Donc, pour justement aider à prévoir l'arrêt ou la poursuite de certains médicaments, ce qui est fait donc, lors de la consultation d'anesthésie. Et puis, il y a un autre... d'ailleurs, les personnes qui avaient participé au RFE avaient aussi fait pas mal de travaux. Donc, c'est des travaux de Bayard sur justement ce que prenaient les gens au moment d'une chirurgie. Et donc, ils avaient mis en évidence aussi qu'il y avait 9% des personnes qui consommaient des produits de médecine complémentaire, enfin, ce qu'on appelle les médecines alternatives ou complémentaires, phytothérapie notamment, et de la phytothérapie qui pouvait interférer avec l'anesthésie. Donc ça peut être de l'éphédra, de la valériane, l'aubépine, des choses comme ça. La valériane, ça agit sur les récepteurs GABA, donc potentiellement, ça peut interagir avec les médicaments qu'on va utiliser lors de l'anesthésie. Donc ça, c'était un point aussi important dans la liste des médicaments que le patient prend. Alors ça permet aussi, cette liste de médicaments, d'avoir donc une meilleure connaissance de ce que le patient prend, notamment l'automédication, donc, puisqu'elle n'apparaît pas sur les ordonnances, et puis que des fois le patient ne connaît vraiment pas du tout le nom de ce qu'il prend. À l'inverse, ça peut aussi, un médicament être un indicateur d'une pathologie qui n'est pas forcément listée dans les antécédents. Donc c'est aussi toujours intéressant. Et voilà, donc à la consultation pré-anesthésique, ça prend tout son sens d'aller loin dans cette conciliation. Ça peut être assez complexe quand on part de rien. Donc les objectifs de cette étude, c'était premièrement d'évaluer l'impact de cette conciliation médicamenteuse s'appuyant donc sur les données du DP, entre autres, sur la survenue d'événements à risque iatrogène. Donc ce qu'on appelle aussi les événements déclencheurs d'analyse. C'est en fait une méthode qui est bien décrite et recommandée par la HAS pour identifier les effets indésirables liés aux médicaments. Donc on reviendra sur ces événements. C'était aussi évaluer l'impact sur l'iatrogénie avérée, en fait, les événements médicamenteux indésirables et les erreurs qui sont apparues pour les patients de l'étude. C'était aussi évaluer l'impact sur le nombre de médicaments listés dans le dossier de consultation d'anesthésie avant la chirurgie, par l'anesthésiste donc. Ensuite, dans la sous-population des patients qui ont eu des événements indésirables iatrogènes, on a voulu identifier leurs caractéristiques pendant toute la période périopératoire jusqu'à 30 jours après la chirurgie.
Et enfin, on avait envie de savoir aussi combien de patients avaient un DP à ce moment-là, parce que c'était quand même le début et ça semblait très peu connu. Donc c'était une évaluation de soins courants, c'était pas randomisé, donc on a fait une étude séquentielle. Le patient qui venait pour sa consultation d'anesthésie et qui avait un dossier pharmaceutique ouvert avec plus qu'un traitement était inclus. Donc s'il venait une semaine paire, il voyait le pharmacien avant la consultation d'anesthésie, qui faisait donc la conciliation médicamenteuse, utilisait le DP, l'entretien avec le patient bien sûr, les ordonnances, etc. Et tout ça a été synthétisé dans une fiche que le patient donnait à l'anesthésiste dès qu'il le voyait juste après. Si le patient venait une semaine impaire, il voyait un préparateur en pharmacie qui faisait cette conciliation, mais après la consultation d'anesthésie et sans transmettre les infos à l'anesthésiste. Ensuite, le patient il avait sa chirurgie orthopédique réglée et un attaché de recherche clinique a ensuite été recueillir dans les dossiers des patients les médicaments qui étaient listés par l'anesthésiste, dans les deux groupes bien sûr, et pour pouvoir comparer avec ce qu'avait recueilli le pharmacien et le préparateur avec le DP. Et il y a eu un autre recueil, c'est celui des événements déclencheurs d'analyse dont je vous ai parlé, jusqu'à 30 jours après la chirurgie. Et enfin, ces événements ont tous été revus à l'aveugle par un comité indépendant. Donc c'était un comité composé d'un anesthésiste réanimateur, un pharmacien clinicien et un pharmacovigilant. Et donc ils ont regardé et coté, est-ce que oui, il y avait eu un événement iatrogène lié aux médicaments pris par le patient. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qui était transmis à l'anesthésiste. Alors c'est vrai que ça avait justement le démérite d'être sur un papier et non pas intégré au dossier de l'anesthésiste, dossier informatisé, ce qui aurait été beaucoup mieux, mais bon, c'était dans le cadre d'une étude. Voilà. Donc on retrouve aussi bien sûr, à la conciliation, on demande les allergies, on essaye de les préciser, savoir si c'est des allergies vraies ou juste des choses décrites par le patient mais non documentées. Est-ce qu'il y a déjà eu des effets indésirables avec notamment les morphiniques, le tramadol? Est-ce que le patient a pris des antibiotiques les 3 derniers mois? Parce que c'est toujours une information importante avant une chirurgie. Est-ce qu'il y a eu des modifications récentes? Parce que ça peut être témoin aussi d'événements récents qui doivent être pris en charge par l'anesthésiste. Et puis après, donc, on essaie d'être le plus précis possible avec la posologie exacte de chaque médicament et exhaustif aussi dans la liste. Voilà. Donc le pharmacien et le préparateur en tout ont vu 1924 patients sur la période de l'étude, donc qui s'est déroulée à peu près sur 3 ans. On a pu inclure 750 patients, donc c'est 750 dossiers qui ont été ensuite analysés à la recherche des événements. Donc c'était 375 patients dans les deux groupes, avec quelques exclusions à la marge. Donc dans le groupe intervention, on avait 110 patients qui ont eu un événement indésirable, un événement déclencheur d'analyse, et 165 événements. Et dans le groupe contrôle, on a vu 156 patients et 233 événements. Donc des événements déclencheurs d'analyse. Alors les caractéristiques des patients, donc c'était pas une étude randomisée, hein. Donc les caractéristiques sont relativement similaires. Alors c'est vrai que le score ASA sort différent, mais bon, entre 2 et 2, je pense que pour un clinicien, c'est pas tout à fait différent. Bon, il y avait quelques patients en fait dans le groupe intervention qui étaient insuffisants respiratoires et insuffisants cardiaques, donc c'est quelques patients. Voilà, ce qui a fait une petite différence entre les groupes. Donc vous voyez, les types de chirurgie, ça allait de la prothèse totale de hanche ou de genou à l'ablation de matériel, l'allus valgus, donc c'était la chirurgie orthopédique réglée, donc c'était très, très vaste les interventions. Et on voit que c'est une population qui est relativement jeune, donc avec un âge moyen autour de 60 ans. Voilà, les patients n'étaient pas ciblés âgés, polypathologiques nécessairement, qu'on avait voulu voir sur une population assez hétérogène. Donc ensuite, en bas, vous avez le nombre de médicaments en fait que les patients recevaient donc, en proportion, et on voit qu'ils en avaient plutôt entre 1 et 7, ce qui est déjà pas mal, mais donc on voit aussi là que ce n'était pas forcément des patients très polymédiqués. Donc sur l'objectif principal, en fait, l'impact sur la survenue d'événements à risque iatrogène, déclencheurs d'analyse, on a pu montrer qu'on avait réduit de 30% le nombre de patients qui avaient présenté au moins un événement déclencheur d'analyse.
Donc ces événements, c'était, alors il y a eu un choc anaphylactique, c'était des événements cardiovasculaires comme l'hypotension, des problèmes d'hémostase, une douleur post-op inhabituelle, et puis des problèmes d'hypokaliémie, enfin toutes des choses donc en lien potentiel avec l'utilisation d'un médicament ou le traitement d'un patient. Alors ensuite, ces événements ont été revus par le comité, et donc ils ont été cotés, événements en lien réel avec un médicament, avéré, probable ou possible, et là, on n'a pas observé de différence significative. De même que pour les erreurs médicamenteuses, il y en a eu quand même un certain nombre qui ont été relevés, donc 100 dans le groupe intervention et 122 dans le groupe contrôle, sans qu'il y ait de différence significative. Et comme vous pouvez le voir, ou pas très bien, mais sur la classification qu'on a utilisée, qui est une classification internationale qui s'appelle le NCC-MERP, la catégorisation E, c'est une erreur qui a pu causer un préjudice temporaire pour le patient et a requis une intervention de la part du médecin. Donc c'était la gravité majoritaire de ces erreurs, d'ailleurs dans les deux groupes. Alors si on regarde donc les patients qui avaient en effet eu un événement médicamenteux iatrogène, donc c'est 152 patients versus les autres. Donc là, ce qui ressort, en fait, clairement, c'est pas non plus une surprise, c'est l'âge. Plus le patient est âgé, plus il est à risque, enfin, plus il a un événement médicamenteux iatrogène. Et puis, c'est bien sûr le nombre de médicaments. Alors, on a... donc, c'est des patients qui ont eu plus de complications. Donc, les complications, c'était l'admission en unité de soins continus, en réanimation, prolongation d'hospitalisation et décès. On a regardé ensuite justement pour ces complications et les recours à un avis spécialisé, par exemple cardiologique, s'il y avait une différence entre les deux groupes, et il n'y en avait pas. Alors là, c'était l'impact sur le nombre de médicaments récupérés par l'anesthésiste. Alors, médicaments d'intérêt forcément, puisque l'anesthésiste va se focaliser, on va dire, sur des médicaments qui notamment sont ceux du référentiel SPHAR. Donc ça nous a intéressé de regarder ça. Alors le préparateur en pharmacie dans le groupe contrôle a relevé au total plus de médicaments que dans le groupe intervention, mais ce n'était pas nécessairement les médicaments du référentiel SPHAR. Par contre, dans le groupe intervention, on a trouvé plus de médicaments reportés sur la fiche d'anesthésie après avoir donc reçu la synthèse de la conciliation avec le DP, et notamment plus de médicaments du référentiel SPHAR. Donc là, j'ai un petit peu listé les classes. Donc c'était beaucoup des antithrombotiques, les inhibiteurs de la pompe à protons, des antilipémiants, les analgésiques évidemment, des antidépresseurs aussi beaucoup. Voilà. Donc c'était à peu près les mêmes classes dans les deux groupes, avec des petites différences. Enfin, donc on souhaitait savoir est-ce que les patients avaient eu un DP ouvert et combien, puisqu'on avait des chiffres théoriques nationaux. Donc à cette époque, en tout cas pendant l'étude, on nous annonçait, donc le Conseil de l'ordre des pharmaciens annonçait 69% de DP, de la population qui avait un DP ouvert. Nous, dans notre population, il était seulement de 39%. Alors, ce qui n'est pas très étonnant, mais on y reviendra après, c'était, comme je le rappelle, des patients qui n'étaient pas forcément très âgés et très polymédiqués. Donc, par contre, ce qui était très intéressant, c'est que seulement 10% des patients savaient en avoir un. Et c'est vrai que les pharmaciens d'officine qui les créaient étaient quand même tenus d'informer le patient et de recueillir son consentement. Donc ça, c'était un problème. Donc, ce qu'on peut quand même retirer de cette étude, c'est un impact positif de cette conciliation médicamenteuse, notamment qui s'appuyait sur, en partie, des données du dossier pharmaceutique, puisqu'on a vu qu'on réduisait les événements à risque iatrogène, donc c'est un élément de sécurité pour les patients, très certainement. Et ça nous fait dire aussi que ça a surtout un intérêt sur le processus en fait, de prise en charge des patients, avec une réduction potentielle de la charge de soins, parce que si on réduit ces événements déclencheurs d'analyse, donc le risque d'hypotension, la douleur post-op inhabituelle, etc., ça peut quand même réduire un petit peu la charge de soins pendant la prise en charge du patient, voire donc faire des économies de santé. Ça, c'est toujours intéressant pour compléter en fait l'intérêt de sécurité. Et puis, on se dit aussi qu'on pourrait cibler les patients à risque pour lesquels approfondir cette conciliation à la consultation d'anesthésie.
puisqu'on a vu, hein, c'est les patients les plus âgés et qui ont le plus de médicaments. Bon, c'est sûr que c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais en tout cas, ça a un sens, quoi. Et on peut se demander maintenant aussi le rôle des pharmaciens d'officine et les pharmaciens hospitaliers pour faire ce médicament, enfin ce bilan en fait médicamenteux avant une chirurgie, parce qu'on peut imaginer d'extraire en fait les données du DP très facilement sur un fichier ou sur une fiche qu'on pourrait remettre au patient, et comme ça il aurait systématiquement ça à présenter à l'anesthésiste. Donc c'est une piste aussi. Et bon, maintenant, là, le DP, en fait, c'est quand même, ça fait des années, ça nous a servi, ça s'est développé, mais c'est vrai que c'est une petite partie de la chose. Donc maintenant, il va être intégré à mon espace santé, parce que c'est maintenant mon espace santé qui est la perspective là en ce moment. Donc ça existe depuis janvier. Et donc ça intègre les données du DMP, du DP, et puis les données de remboursement de l'assurance maladie. Donc en croisant tout ça, normalement, ça doit réussir à récupérer pas mal d'informations, les patients pouvant aussi renseigner leurs propres données dans cet espace santé. Donc voilà où on en est. C'est vrai que c'était une aventure parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on a commencé. Et voilà, maintenant les choses ont évolué, mais on reste quand même dans l'idée que c'est utile pour la prise en charge des patients, notamment pour la consultation d'anesthésie. Voilà, donc voilà, j'avais quelques remerciements, surtout pour l'équipe d'anesthésie avec laquelle on a fait l'étude. Et voilà, maintenant, si vous avez des questions ou vous voulez partager une expérience, je serais curieuse et intéressée de savoir si vous l'utilisez, par exemple, ce dossier pharmaceutique, et si vous pouvez nous en faire part. Merci beaucoup. Merci Claire. Bonjour, François Cuchet, moi je suis médecin en chirurgie viscérale à Chambéry, donc juste à côté. On travaillait avec Claire, je pense, qui était dans les internes là, au sein de l'unité mobile de conciliation. On développe avec l'ARS Bon, je profite qu'il n'y ait pas grand monde pour parler un peu de moi, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me prendre. Je vous en prie, on a le temps. On bénéficie d'un accompagnement ARS pour développer de la RAC en chirurgie colorectale. Et dans le parcours RAC, on veut mettre en place l'intervention d'un pharmacien en amont, donc dans le cadre de la préhabilitation. Et on réfléchit un peu quelle est la place du pharmacien, qu'est-ce qu'il peut faire en amont. Voilà, on a des idées un peu idéales et j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous pensez utile. Notre idée, c'est de récupérer en amont. En fait, on pense qu'il y a la consultation chirurgicale qui pourrait déclencher une hospitalisation de jour de préhabilitation. À partir du moment où la pharmacienne sait qu'il y a cet hôpital de jour de préhabilitation qui est créé, elle récupère les données sur le DP, elle récupère les ordonnances, et puis elle voit le patient pour le bilan médicamenteux en hôpital de jour de préhabilitation. Et l'idée, il y en a plusieurs, ça serait qu'elle facilite peut-être le travail de l'anesthésiste en renseignant peut-être le dossier d'anesthésie elle-même, et idéalement, je pense, le dossier, le DPI aussi, parce que je pense, moi en travaillant dans les services, souvent ce qu'on constate, c'est qu'il y a une disparité entre ce qui est sur le dossier d'anesthésie et puis ce qui est dans le DPI. Et je pense que l'intérêt il y a le bilan médicamenteux à faire, mais il y a aussi, je pense, la conciliation. Et un des travaux de la conciliation, ça serait de pré-prescrire les médicaments, quitte à ce que ça soit validé par l'anesthésiste. Et ce qu'on aimerait bien faire aussi, et je ne sais pas si vous en avez l'expérience, c'est de faire éventuellement de l'optimisation thérapeutique, peut-être avec une vision plus pharmaceutique, avec des critères stop and start, par exemple. Et puis éventuellement aussi peut-être de la revue d'ordonnance, mais peut-être que c'est un peu trop... Est-ce que vous pensez que c'est faisable en préopératoire? Voilà. Déjà, c'est génial ce que vous décrivez. C'est une parfaite illustration de ce qu'on peut retirer en fait là de tout ça. Donc, je peux que vous encourager dans le projet, quoi. C'est sûr qu'alors ça dépend après un petit peu de l'intérêt. Il est vraiment avéré. Après, c'est combien de temps, enfin, en ressources pharmaceutiques vous pouvez avoir, mais évidemment, c'est toujours le problème. Donc, si ça reste limité, il faut cibler les patients, déjà, mais je pense que dans votre projet, c'est certainement abordé. Et puis après, donc sur tout le processus, là, sur la RAC, ça, c'est sûr que c'est super intéressant d'introduire, en fait, le pharmacien dans le processus, parce que bon, moi, j'ai toujours pensé que autour de ce qui était médicaments, le médecin avec l'infirmier et le pharmacien, c'était le trio indispensable pour faire des choses bien en sécurité et bien pensées.
Donc là, votre projet, il est super. Après, sur la revue d'ordonnance, ça serait à quel moment exactement? Parce que bon, tout ce qui se passe à la consultation d'anesthésie en pré-chirurgie, ça, je vois très bien comment on peut inscrire le pharmacien dedans, dans l'agenda, et puis en effet qu'il puisse directement noter les choses dans le dossier, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, autrement c'est inutile presque, quoi. Il faut que ça soit inscrit dans le parcours du patient, donc ça c'est parfait. Mais donc pour cette revue d'ordonnance, c'était quoi le moment en fait? Celui-là. Donc sur une prescription. De la revue d'ordonnance entre le pharmacien qui fait la conciliation d'entrée et puis ce qui n'est pas vraiment de la conciliation d'entrée, mais la préconciliation d'entrée et puis l'anesthésiste. Est-ce que ce binôme-là, il peut faire de la revue à ce moment-là? Oui, tout à fait. Oui. En fait, il faut juste trouver le moment. Alors, ça peut être justement au moment de la consultation, juste après, prendre 3 minutes pour voir ensemble la différence. Après, il y a peut-être des patients pour lesquels, en fait, ça suffit d'avoir écrit dans le dossier. Et puis, certains patients pour lesquels il faut discuter, justement, quand il y a quelque chose de particulier. Le patient a décrit un événement. Ça peut être très intéressant de pouvoir en discuter, que le pharmacien ait vu ça et puisse le reporter à l'anesthésiste et en discuter pour la prise en charge. Oui, tout à fait. Et j'ai une dernière question. Vous faites de la conciliation de sortie après ou pas? Parce que c'est vrai que nous, c'est difficile. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on fait un gros travail, je trouve, à l'hôpital. Et derrière, le patient, il sort avec des ordonnances dentalgiques et tout ce qu'on a fait, en fait, c'est oublié. Exactement. Donc ça, c'est un gros enjeu aussi. On est toujours limité par la même chose, en fait. C'est le nombre de pharmaciens. Alors nous, c'est vrai que dans un CHU, on a des étudiants, donc ça nous aide. Mais donc on essaye de faire de la conciliation de sortie dans certains services, pas nécessairement en anesthésie ou en réanimation, mais c'est un point de transition aussi. Donc là, on vient de l'introduire en réanimation. Déjà, là, on a fait une étude récente là, dans notre réanimation polyvalente à l'entrée. Et donc, notre but, c'est d'aller jusqu'à la sortie. Parce que après une chirurgie, après un séjour en réanimation, le traitement change énormément. Et à l'inverse aussi, ce qui reste sur les prescriptions de sortie, notamment de réanimation, le reste jusqu'à la ville et jusqu'à ad vitam aeternam. Donc, il y a aussi des gros enjeux sur la conciliation de sortie, c'est vrai. Mais c'est toujours difficile de faire tout. Alors, on commence par l'entrée, puis petit à petit, on pourra étendre tout ça. Ouais. Mais merci pour ce témoignage. Merci. Vous avez d'autres questions? Une deuxième question? Bonjour, Marie Bruyère, anesthésiste à Bicêtre. C'était pour donner une information. Ce matin, dans une session développement durable et sécurité, il y a une de vos collègues qui a présenté un abstract sur un score prédictif de risque d'événements indésirables graves médicamenteux, qui serait un outil pour prioriser les patients à l'entrée pour la conciliation, puisque sinon ça fait trop. Et donc je voulais juste vous dire le résultat, c'est l'équipe de Cholet. Ils ont inclus 1252 patients, et effectivement ce qui ressort dans les facteurs prédictifs indépendants de mauvaise prescription, on va dire, c'est l'âge supérieur à 50 ans, l'hospitalisation en urgence, un score de comorbidité de Charleston supérieur à 2 comorbidités cardiovasculaires, un problème neurologique, une comorbidité neurologique, épilepsie Parkinson, pneumologique, et puis l'admission pendant les vacances scolaires. Et ce score, il a une bonne prédictibilité, et c'était intéressant de le citer, puisque comme vous avez un problème de force vive, le fait d'avoir un score qui pourrait identifier ceux sur lesquels il faut se focus, je trouvais que c'était intéressant de le signaler. Tout à fait, merci beaucoup. Oui, merci de l'information. Et juste petite question, qui cotait ce score dans ce travail? Est-ce que c'est l'infirmière dans le service à l'arrivée ou il faut encore quelqu'un pour le coter? Non, je pense que c'était qui cotait, vous vouliez dire qui cumulait ces facteurs de risque pour, j'imagine qu'il y a une valeur seuil du score où on bascule dans un risque. Je vais regarder l'abstract, je vous dirai. C'est par curiosité, parce que c'est vrai que ça... Il ne faut pas que toute la charge de ce qu'on souhaite faire repose sur l'infirmière, qui peut aussi être, elle, non, je pense pas. surchargée. Je pense que c'est l'équipe de pharmacie qui le faisait. Ouais. Oui. Donc il n'y a plus que trouver quelqu'un pour faire la saisie. Au début de... D'accord. Merci pour tous ces témoignages et merci Dr Chapuis.
qui va me rejoindre pour la modération.